Électricité. Et si le modèle français des années 70 était le modèle de demain? Bonjour Samuel. Bonjour David, bonjour à ceux qui suivent cette chaîne. Je me suis posé cette question parce que, à force d'écouter des conférenciers sur ce sujet, et puis à force de discuter avec toi, je me suis dit que finalement, ce modèle électrique français des années 70, il était pas si mal. Est-ce que l'avenir pour l'Europe ou pour le monde, ça serait pas de retourner à ce genre de modèle? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est une préoccupation majeure de tous les pays. Euh, on va faire un peu de flashback pour comprendre de quoi il s'agit, hein. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a découvert que l'atome a une puissance extraordinaire. Malheureusement, il a fallu la bombe d'Hiroshima pour s'en rendre compte. Mais on s'est dit, mais cette puissance, on peut la dominer. Et les Américains ont travaillé sur cela de manière déterminée et ils ont mis au point des centrales nucléaires, d'abord des toutes petites, puis dans des porte-avions, des sous-marins. Et puis on s'est dit, mais après tout, on peut faire des grandes centrales électriques avec cela. On arrive en 1955, donc 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et les pays qui avaient fondé la communauté européenne de l'acier et du charbon se réunissent et disent qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller plus loin? Et ils se sont dit ben, on aura besoin d'énergie. Si on veut développer le monde, on aura besoin d'énergie. Et ils ont dit cette phrase extraordinaire que j'invite David à ne jamais oublier, il n'y aura pas d'avenir pour l'Union européenne sans énergie abondante et bon marché. Hmm. 1955. Il n'y a pas d'avenir aujourd'hui pour le monde Inexact. sans énergie abondante et bon marché. Il nous faut Mhm. de l'énergie, parce que sinon on croule. Et donc, ils ont dit, mais cette énergie abondante et bon marché, on l'a, c'est l'énergie nucléaire. Euh, et donc, on va se mettre ensemble, les pays européens, les 6 pays d'origine, pour développer l'énergie nucléaire. Et ils ont créé ainsi un traité qui s'appelle Euratom, dont l'article premier dit que c'est pour le développement de l'Europe, pour le bien-être des populations. Le but de développer l'énergie atomique, comme on l'appelait à l'époque, aujourd'hui nucléaire, c'est pour le bien-être des populations, pour qu'on puisse bien vivre. Et donc, on a mis à fond la pédale sur le développement du nucléaire à partir de 1957-58. Et la France a joué le jeu, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Tout le monde s'est mis à développer des centrales nucléaires. Et la France a été la championne parce que le gouvernement français, hein, M. De Gaulle, M. Pompidou, ont dit on doit avoir une indépendance énergétique. Et Hmm. pour avoir l'indépendance énergétique, on ne peut pas dépendre des importations de pétrole, de gaz. Il nous faut une énergie à nous, une électricité à nous, et c'est-à-dire développer les centrales nucléaires. Ça a été un phénomène extraordinaire. On construisait à l'époque 5 centrales nucléaires par an. C'est extraordinaire. Et grâce à cela, 70%, 75% de l'électricité française était nucléaire. Hmm. Et ça a été le fleuron mondial. EDF était le fleuron mondial. Parce qu'aux États-Unis aussi, il y avait beaucoup de centrales nucléaires, mais beaucoup d'entreprises différentes. Tandis qu'en France, c'était la seule entreprise, EDF, qui a fait tout cela. En Ouais. Allemagne aussi, mais c'était plusieurs entreprises. En Belgique aussi. Mais en France, une seule entreprise a fait tout ça de manière extraordinaire, de Mhm. manière impeccable, de manière économique. Et donc, oui, le modèle français a bien fonctionné. Et puis, on s'est endormi. On s'est endormi parce que la France avait tellement de centrales nucléaires qu'elle a dit, mais bon, c'est inutile d'en construire d'autres. On est tranquille. On peut attendre. Puis sont arrivés les écologistes qui ont commencé à taper sur les centrales nucléaires pour d'autres raisons, on ne va pas en parler ici. Et donc, il y a eu un revirement d'une partie de l'opinion française et surtout une lâcheté de la part des politiciens qui, pour avoir la paix, ont suivi les écologistes.
Et on dit, bah oui, on n'a pas besoin de continuer à faire cela. Et je rappelle quand même que M. Hollande a décrété qu'il fallait passer des 75% d'électricité nucléaire à 50%. Et il a pris comment a-t-il pris ce chiffre 50%? Je vais vous montrer comment. Il a fait ça. Ah bah oui, 50, c'est un beau chiffre, hein. On va prendre 50. Sinon, il n'aurait jamais été élu président et il n'aurait pas eu de gouvernement. Et quand M. Macron s'est présenté, ben, il savait bien qu'il avait besoin des votes écologistes et il a fait exactement la même chose jusqu'au moment où on a eu la crise énergétique en 2001, 2002. On s'est rendu compte que, mais non d'une pipe, mais qu'est-ce qu'on a fait? On était les champions du monde en matière d'énergie nucléaire et maintenant on se fait dépasser par les Russes et les Chinois et les Coréens qui, eux, n'ont pas été bêtes comme nous d'arrêter. Hmm. Et donc, voilà, Macron s'est ressaisi. Pendant ce temps-là, la Commission européenne a aussi suivi l'écologisme et a aussi dit on n'a pas besoin de nucléaire, on arrête, on va tout faire avec des éoliennes. Et il a fallu que, en pleine crise, M. Macron change d'attitude, comme ça, hein, complètement, sous la pression aussi des Polonais, qui, eux, ne voulaient plus avoir affaire aux Russes avec leur gaz. Ils ont dit non, 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 il nous faut du nucléaire. Et donc, la Bulgarie, la Suède, en fait, 11 pays ont tapé sur du poing sur la Commission européenne à la table en disant, ça suffit d'être anti-nucléaire, on a besoin de revenir au nucléaire. Et donc, on est aujourd'hui en plein boom du retour du nucléaire. Mais on a perdu 20 ans. Ouais. 20 Mais ans pendant lesquels les autres ont continué à se développer. Et donc, on est en retard de 20 ans par rapport aux Russes et aux Chinois. tu l'as dit à un moment, on s'est endormi. Est-ce que ce qu'on est en train de voir, c'est un petit sursaut ou c'est un véritable réveil? Non, c'est un vrai réveil. C'est un vrai réveil. C'est- Seulement en c'est- Europe? Non, non, le réveil est partout. L'Europe se réveille parce qu'il y a un réveil partout. Vous savez, on ne peut pas croire que tout seul, dans son monde, dans son petit coin, on a raison et tous les autres sont stupides. C'est pas comme ça que ça marche en énergie, hein. Quand vous êtes le seul à faire quelque chose, soit vous avez une niche comme la Norvège, comme on a parlé dans une réunion précédente, soit vous êtes stupide. Parce que tout le monde n'est pas stupide en même temps. Hmm. Et donc, ce qui se passe, c'est un renouveau du nucléaire essentiellement dans nos concurrents, y compris aux États-Unis, hein. Euh, et euh, et l'Europe était tétanisée à cause des écologistes et on a arrêté. J'ai une belle anecdote à présenter. Monsieur Obama a essayé de nous convaincre en Europe que l'avenir, ce sont les énergies renouvelables. Et je me souviens très bien quand il est venu à Bruxelles, je me souviens de l'avoir vu passer dans une voiture, là, euh, il est venu nous convaincre que l'Europe doit faire des énergies renouvelables. C'est vraiment dommage de nous avoir induits en erreur comme ça. Monsieur Obama est resté 2 fois 4 ans comme président des États-Unis. Mhm. Pendant son premier mandat, je vais employer une expression française pour que les gens comprennent, hein, mais ce n'est pas le terme exact, le ministre de l'Énergie euh, était Stephen Chu. C'est un nom chinois, mais un Américain. Stephen Chu est un prix Nobel parce que c'est un grand spécialiste du nucléaire. Et donc, le ministre de l'Énergie, pendant le premier mandat de M. Obama, c'est un nucléariste. Pour le deuxième mandat, il a choisi, comme ministre de l'Énergie, de nouveau une expression pas tout à fait correcte, comme ministre de l'Énergie, il a choisi Ernest Moniz, encore un nom qui n'est pas américain, mais c'est un Américain. Et lui, il est professeur d'énergie nucléaire au MIT, le fameux Institute of Technology. Hmm. Pendant 8 ans, Obama a eu comme ministre des nucléaristes. Mhm. Et pendant ce temps-là, il nous disait à nous de développer le solaire et l'éolien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé à fond les SMR, les petits réacteurs modulaires. Et ils ont pris une longueur d'avance. Et maintenant, la France et M. Macron se réveillent en disant on va faire des SMR.
Oui, avec 20 ans de retard. Mhm. Donc le modèle français était le bon. Ouais, ouais. Quand on parle du nucléaire, il y a autre chose aussi qui revient souvent, c'est l'image dégradée de la capacité de construire du nucléaire à cause de l'EPR. Et j'ai appris ces derniers temps, chose que j'ignorais, que justement, de EPR, c'était Europe, parce que c'était un projet européen. Et ce qui, il semble avoir aussi fait beaucoup de retard dans ce projet, c'est que au début, était assemblé des entreprises françaises et allemandes. Et avec le virage allemand, ben, Schneider est parti et nous a laissé un petit peu comme des ronds de flanc. Tu peux nous en parler un petit peu de cette anecdote qui explique un petit peu quand même une partie, je pense, du scandale de l'EPR. Vous avez raison, hein, David, c'est bien ça. Euh, L'Allemagne était aussi un grand pays pour le nucléaire, hein, un grand pays. Ils avaient beaucoup de nucléaire et des bonnes technologies comme la France, hein. Et puis quand ils se sont dit on va quand même devoir construire de nouvelles centrales parce que les centrales nucléaires ne sont pas éternelles, l'amitié franco-allemande, le couple franco-allemand se sont dit, Merkel je sais plus c'était qui, Sarkozy à l'époque, je crois, euh, on dit, bah oui, on va se mettre ensemble. On va mettre Areva et Siemens ensemble pour construire le nucléaire. Sauf que les normes allemandes sont beaucoup plus strictes et beaucoup plus tatillonnes que les normes françaises. Non pas que les normes françaises ne sont pas bonnes, hein, elles sont très bonnes. Mais on a ajouté deux normes différentes pour la construction. Il fallait répondre à la fois à la norme française et à la fois à la norme allemande. C'est devenu extrêmement compliqué. Et donc, ça a augmenté l'ingénierie, ça a augmenté les coûts, et on a construit quelque chose voilà, qui est politique au lieu d'être technologique, parce qu'on ne pouvait pas mettre des normes ensemble, des normes différentes et toutes les deux en même temps. Et puis le revirement allemand, l'Energiewende, a fait que Siemens a dû se retirer. Et ils ont dit, on va faire plus que des éoliennes. Et donc, ils ont laissé en plan l'EPR avec tous les surcoûts qui ont été occasionnés par l'Allemagne. Et donc, voilà, c'est ça qui explique le chaos. Pas seulement, mais c'est une grosse partie du chaos. Aussi, l'autre chaos, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'était endormi pendant 30 ans, hein. Et puis tout d'un coup, ils se réveillent, ils font construire. Oui, mais avant, il y avait du savoir-faire, il y avait des entreprises qui faisaient ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on construisait 5 centrales par an. Donc c'était de la routine. Puis on ne fait plus Mm, rien. Ben, il faut tout recommencer à zéro. Voilà, c'est pour ça que l'EPR est une véritable catastrophe en France. En Chine, mm, non. EDF a vendu 2 centrales en Chine et elles fonctionnent, elles ont été construites très rapidement. mm. Avec des normes chinoises, pas avec les normes allemandes. Preuve s'il était besoin, que avant de s'associer avec d'autres pays pour un projet, il faut être sûr d'avoir les mêmes objectifs et que les objectifs ne changeront pas en cours de route. Voilà. C'est ça le problème en énergie, c'est que on avait l'objectif clair, énergie abondante et bon marché. Énergie abondante et bon marché. Et puis tout d'un coup, non, 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 c'est pas ça. Il nous faut de l'énergie verte. Oui. Je vous signale aussi que hier ou avant-hier, Siemens a obtenu une ligne de crédit de 4 milliards pour ne pas, Siemens Energy, pardon, pas tout Siemens, mais Siemens Energy, a obtenu une ligne de crédit de 4 milliards pour ne pas tomber en faillite. Parce que ça ne va pas leur éolienne, hein. Mhm. L'éolienne ne fonctionne pas. Leurs éoliennes sont souvent en panne et ça coûte très cher pour la maintenance. Et donc, ils étaient prêts à faire faillite et il a fallu que les banques donnent 4 milliards. Les entreprises des énergies renouvelables vont tomber en faillite les unes après les autres. Parce que on ne peut pas faire fonctionner éternellement des entreprises avec des subsides. Les subsides n'ont qu'un temps. Il fallait essayer. Moi, je me suis occupé de ce dossier à la Commission européenne, hein. Donc, j'ai travaillé sur ces dossiers et donc je les connais et je sais qu'il fallait essayer. Il fallait essayer. Est-ce qu'on peut se passer de nucléaire, de charbon, etc., avec des éoliennes? Ben oui, il fallait essayer. Mais maintenant qu'on voit que ça ne marche pas, il faut arrêter. Très bien, Samuel, je te remercie et puis on te retrouvera bientôt pour un nouveau sujet.
À bientôt. Bientôt.